Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de TLP et de PAP avec trois invités. Claire Anderson. Bonjour Claire. Bonjour. Mathieu Bontron. Bonjour. Et Alexandre Dulonnoy. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributrices et les contributeurs No Limite Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Vladimir Kola. Bonjour. Alors Claire, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, Claire Anderson, je travaille à l'ANSSI. Je suis à l'ANSSI responsable d'un pôle qui s'appelle Coordination Métier Signature, et notre travail au quotidien, c'est d'essayer d'améliorer le plus possible tout ce qui est de capitalisation de l'information opérationnelle, donc notamment les marqueurs, indicateurs de compromission, et le partage de cette information, d'où ma présence dans cette émission aujourd'hui. Merci Claire. Mathieu ? Je travaille aussi à l'ANSSI et dans l'équipe de Claire sur les mêmes sujets. Alexandre ? Moi, je travaille au Circle, qui est un CERT à Luxembourg, et je travaille principalement sur aussi le développement de logiciels libres pour tout ce qui est Trade Intelligence et sécurité informatique. Et on travaille aussi sur les taxonomies, qui est le sujet un peu d'aujourd'hui. Alors Claire, TLP, qu'est-ce que c'est ? Alors, TLP, c'est un acronyme qui signifie Traffic Light Protocol. Donc, protocole des feux de trafic. C'est un protocole qui a été introduit il y a maintenant une vingtaine d'années, je pense, à l'origine par le Royaume-Uni. Et l'idée, c'était de disposer d'une façon de pouvoir diffuser de l'information technique à des tiers, et de leur permettre de savoir simplement comment ils pouvaient la rediffuser. Donc, je t'envoie une information, est-ce que tu peux l'envoyer à ton prestataire ? Oui, non. Est-ce que tu peux l'utiliser pour tes clients ? Oui, non. Est-ce que tu peux la rediffuser à l'intérieur de ton entreprise, ou est-ce que tu dois la garder pour toi ? Dans certains cas, c'était important, et il fallait avoir une manière simple de pouvoir transmettre cette information. Et les personnes qui ont proposé ce protocole se sont dit que voilà, c'était une échelle à 4 niveaux. Alors je crois que pendant un moment, il y en a eu 5. Mais bref, au final, ça a été 4 niveaux, donc qui vont de blanc à rouge, donc TLP white, TLP green, TLP amber, TLP red. Et progressivement, ça a fait son chemin pendant les années 2000, et ça a été notamment adopté par les CSIRT, donc les centres de réponse à incidents informatiques. En 2015, je crois, 2014-2015, ça a été notamment adopté par le FIRST, donc disons l'organisation internationale qui réunit les différents CSIRT mondiaux. Et à partir de 2015, ça a commencé à être adopté beaucoup plus largement. Donc il y a une première version, disons, faisant consensus, qui a été publiée par le FIRST vers 2015, et une nouvelle version qui vient de paraître là en 2022, le TLP V2. Voilà, je sais pas si peut-être Alexandre veut ajouter quelque chose là-dessus. Non, c'est tout à fait ça. Donc, voilà. TLP est maintenant maintenu par FIRST, qui est en effet l'organisation internationale de tous les CERT. Et il y a ce qu'on appelle un SIG, un Special Interest Group, qui est en charge de TLP. Et récemment, il y a eu une nouvelle publication, la TLP version 2, qui a été publiée et qui va faire foi à partir du 1er janvier de l'année prochaine, donc 2023. Une nouvelle publication qui est d'ailleurs la cause ou la source de cet enregistrement aujourd'hui. Alors, oui, et puis nous, à l'ANSSI, en parallèle de ces travaux du FIRST, et donc du SIG sur le TLP, on était aussi en train de travailler de notre côté à
une amélioration de notre marquage pour pouvoir mieux partager en fait. Et du coup, on a aussi publié très récemment sur le site du CERTFR notre politique de partage et d'utilisation de l'information, pour laquelle on utilise un double marquage TLP et PAP pour Permissible Action Protocol. Donc c'est deux publications qui sont un peu concomitantes, parallèles. La nôtre s'appuie sur les travaux qui avaient été faits précédemment par le FIRST et aussi par MISP sur la taxonomie du PAP. Alors, je peux peut-être un peu parler de l'historique de PAP, qui est en fait au départ d'où ça vient. Donc j'ai un peu fait d'archéologie dans mes emails pour retrouver en 2016 les discussions que nous avons eues avec la Bundeswehr, donc l'armée allemande, où on avait des problèmes en fait d'utilisation de TLP pour décrire quel était le cas d'utilisation des données qui auraient été transmises. Donc, si on prend un exemple, si on donne un indicateur d'information, on peut dire à quel groupe de personnes avec TLP l'information va être distribuée. Par contre, on manquait d'un protocole qui définissait en fait les actions qui sont permises sur ce type d'information. Et du coup est venue l'idée de PAP. En fait, c'est calqué sur le modèle de TLP, du Traffic Light Protocol, mais ça s'appelle Permissible Actions Protocol, où l'idée derrière, c'est d'en fait définir les actions qui sont permises par le receveur de l'information ou l'organisation qui va le recevoir. Et récemment, et c'est là que ça devient intéressant, l'ANSSI a fait un travail intéressant de combinaison des deux, ce qui permet des fois aussi de bien définir et de bien cadrer dans quel cadre ça peut être utilisé et qui peut recevoir l'information. Et la combinaison des deux permet de faire en fait pas mal de cadrer pas mal l'utilisation qui va être faite des données. Et alors, le protocole PAP est exactement le même que TLP. Il y a 4 codes couleurs qui définissent le cadre d'utilisation, qui sont par exemple TLP, PAP White, qui est par exemple pas de restriction à l'utilisation d'informations, jusqu'au PAP Red, où là, on ne peut faire aucune action qui soit détectable pour lorsqu'on reçoit de l'information qui est labellisée et marquée par TLP en plus. On peut détailler ce que ça permet à chaque niveau, là, parce que moi je vois souvent Amber là, dans les présentations, là, et puis des fois Amber strict, alors là on n'y comprend plus rien. Alors là c'est plutôt pour TLP, donc ça c'est la distribution, donc c'est quel groupe de personnes peuvent recevoir l'information. Donc si tu participes à une présentation TLP Amber au sein par exemple de la présentation d'une attaque spécifique ou d'un incident spécifique, cette information peut être distribuée au sein de tes constituants et aussi au sein de ton organisation, par exemple pour faire de la détection et ce genre de choses. Et puis récemment le TLP Amber Strict a été rajouté pour clairement définir que l'information ne va qu'à ton organisation spécifique. Et alors pour PAP Amber, donc là c'est la partie d'action permise, c'est ce qu'on appelle du cross-check d'information. Donc là par exemple on peut vérifier indirectement l'information sans pour autant aller par exemple, je ne sais pas moi, pinguer un host ou ce genre de choses, mais par exemple on peut tester sur VirusTotal le hash d'un fichier, ce genre de choses. En fait au final ça te fait une espèce de matrice avec 8 cas d'usage réels, parce qu'il y a certains cas qui sont impossibles. Et c'est pas mal détaillé sur le site de l'ANSSI, mais au final, ça fait 8 vrais cas utilisables. Jamila, tu voulais réagir ? Oui, Claire, vous indiquiez précédemment que le TLP et le PAP utilisés par l'ANSSI s'inspiraient de ce que proposait la V2 du FIRST. En quoi diffèrent-elles et pourquoi ? Alors, en fait, on fait une déclinaison opérationnelle de ce TLP et de ce PAP. Concrètement, pourquoi on a fait ça ? Parce que nous, on est dans un cas, dans un contexte qui est assez particulier, dans lequel on a beaucoup d'interlocuteurs qui sont, alors nombreux déjà, qui ont des maturités différentes, et on est aussi dans une position de producteur d'informations. Donc on a vraiment ce souci de pouvoir bien partager notre information
Et du coup, on avait besoin d'expliquer opérationnellement qu'est-ce que ça signifie en fait. On a des définitions du TLP et du PAP qui sont disponibles d'une part sur le site du FIRST et d'autre part sur la taxonomie de MISP. Mais concrètement, quand un de nos bénéficiaires ou constituants, pour parler un langage plus CSERT, reçoit de l'information, qu'est-ce que ça signifie opérationnellement. Donc c'est une interprétation opérationnelle de ces niveaux, et donc c'est cette interprétation opérationnelle qu'on partage sur le site du CERTFR, qui permet de savoir pour quelqu'un qui reçoit des marqueurs de notre part exactement ce que ça signifie, sans avoir besoin de faire des allers-retours avec nous. En fait, c'est vraiment issu de notre expérience au quotidien, où on avait pas mal de questions en retour, notamment sur vous m'avez envoyé ces marqueurs, mais qu'est-ce que je peux faire avec. Pour nous, c'était arrivé à un point tel que, en fait, on a des cadres contractuels, on devait mettre au point des cadres contractuels dans lesquels on redéfinissait ce qu'il était possible de faire. Donc il y a vraiment une idée de simplification et d'universalité de l'utilisation des marqueurs qu'on produit. Je sais pas si ça répond bien à ta question, mais vraiment c'est ça qu'on a cherché à faire avec j'allais dire une visée très pratique pour nous. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie en termes d'actions possibles en fonction des 4 niveaux? Alors, est-ce que tu veux répondre là-dessus, Mathieu, ou... Ouais, bien sûr. Allez, pour partir du PAP RED, donc le PAP RED, c'est le niveau finalement de marquage le plus contraignant, puisque on marque les informations pour lesquelles on n'a pas envie que toute manipulation renseigne un individu extérieur. Donc c'est tout ce qui est, on va dire, du point de vue d'un observateur extérieur, l'idée est qu'il ne puisse pas apprendre quoi que ce soit sur cette information qui est en train d'être utilisée. Quand on passe au niveau en dessous sur du TLP Amber, on s'autorise plus de choses, c'est-à-dire qu'un observateur extérieur pourra apprendre des choses, mais à la limite, ça lui demandera un petit peu plus de travail. On va parler d'observation indirecte. Et dans ce genre de contexte, on va pouvoir, par exemple, faire de la recherche en source ouverte. On va pouvoir manipuler l'information sur des réseaux qui peuvent être compromis, donc potentiellement sur lesquels se trouvent des acteurs malveillants. L'information va être beaucoup plus exposée, mais la personne qui voudra en apprendre davantage va devoir faire un petit peu plus d'action. Sur du PAP green, du PAP vert, finalement, là, on autorise des actions non intrusives, on précise. C'est ce qui le distingue essentiellement d'ailleurs du PAP white. Donc, on pourra par là faire du blocage, typiquement, de la détection, toutes les activités finalement assez classiques. Et sur du PAP white, finalement, on ne met plus de contraintes. Donc, on peut faire des actions qui sont beaucoup plus libres dans le respect des licences et de la loi. Donc, ça permet vraiment d'avoir une graduation à 4 niveaux qui est finalement assez fine et qui couvre les différents cas d'usage d'exploitation qu'on a l'habitude de rencontrer. Pour résumer, RED, c'est tout ce qui est non détectable, en tout cas indirectement. Amber, c'est tout ce qui est passif. Tout ce qui est vert, c'est tout ce qui est actif. Et en effet, blanc, c'est tout est permis, incluant exploitation si le cadre de la législation. Vladimir ? Alors j'ai une petite question par rapport à toutes ces notions TLP et même PAP. En fait, c'est très utilisé par tout ce qui est SOC, CERT, équipe de réponse à incident. Mais en fait, on peut se dire que ça n'engage finalement que ceux qui y croient. Alors, est-ce qu'il existe des espèces de garanties légales sur ce niveau, entre guillemets, de confidentialité, un peu comme ce qu'on peut trouver dans un contrat entre un client et un fournisseur, par exemple, avec, je sais pas, des pénalités, des ruptures de contrat, des choses comme ça? Bon, je veux bien répondre. Sur TLP et PAP, en fait, c'est pas de la réglementation, il n'y a pas de normes internationales, il n'y a pas de sanctions qui vont avec, donc on aura, si on veut avoir une contrainte et une sanction possible, on pourra mettre ça contractuellement, on pourra prévoir des clauses contractuelles. Mais au-delà de ça, il y aura pas de sanctions délictuelles si on respecte pas un TLP ou un PAP. Après, c'est un système qui vient du monde des CERT, donc c'est aussi
beaucoup basé sur la confiance qu'il peut y avoir entre les organisations qui partagent, et quelqu'un qui ne respecte pas le TLP, un TLP ou un PAP risque de s'interdire de recevoir à lui-même de recevoir des informations à l'avenir. Et on a pu voir des cas dans le passé de journalistes, je pense à un cas qui est assez récent où de l'information TLP Amber a été balancée sur Twitter, et il y en a eu d'autres dans le passé. C'est pas bon pour la réputation de la personne qui le fait. Après, c'est un peu comme les présentations TLP RAID devant un public de 800 personnes dans des conférences, non ? Juste pour information, ça reste dans le cadre des CERT une norme. Hein. Donc on est sur... Oui. C'est du normage, donc c'est comme faire la file au magasin, c'est socialement accepté, c'est la norme, et si quelqu'un dépasse la file, bon voilà, il va rien se passer. Et j'ajoute, tu fais Alexandre, si quelqu'un dépasse la file au magasin, il faut pas que je sois dans la file, sinon s'il se passe quelque chose. Hein. Non, pour compléter ce que dit Alexandre, dans le monde des CERT, il y a des accords qui sont signés entre CERT et qui demandent ce respect du TLP. Donc ça rejoint ce que je disais sur le respect en termes contractuels. On risque pas de se faire éjecter du FIRST ? Je pense que c'est un risque. C'est un risque, oui. Donc c'est pour ça que tout le monde respecte. Et c'est ce que Claire mentionnait qui est assez intéressant, c'est que en effet c'est une sorte de lien social au sein des équipes ou au sein d'un groupe d'échange. Je me souviens il y a plusieurs années d'une entreprise très connue qui a réutilisé des données qui étaient classifiées, enfin en tout cas labellisées TLP Amber, pour des informations sur des malwares qui ciblaient des banques, et ils l'ont utilisé pour une enquête judiciaire, mais sans demander l'avis des participants en groupe, et donc c'était distribué sous TLP Amber, et l'organisation a été exclue du groupe et ne peut plus le rejoindre. Et ça fait plusieurs années, et ils essaient de rejoindre le groupe, mais ils ne peuvent toujours pas. Donc il y a quand même un fort lien social, et c'est surtout un outil qui est utilisé socialement pour en tout cas pour la liaison de l'information entre les personnes, etc. Si les gens ne le respectent pas, ça peut avoir un impact sur le long terme. D'accord, ça marche parce qu'il y a des accords intercert, des contrats, enfin peut-être pas des contrats, mais disons des agreements qui ont été signés. Mais quand on va dans des conférences publiques, on voit des gens labelliser des slides, je pense à BotConf par exemple, où c'est marqué TLP Amber ou je sais pas quoi, c'est pas filmé. Il y a 800 personnes dans la salle, ils ont juste acheté un ticket, voire des fois c'est leur secrétaire qui l'a acheté. Enfin, il n'y a pas vraiment d'engagement de quoi que ce soit dans ces cas-là, quoi. C'est vrai que dans les confs, on peut voir des presses qui sont non seulement TLP Amber, parfois même j'en ai vu des TLP RAID. J'avoue que c'est peut-être pas tout à fait pertinent d'avoir des presses TLP RAID dans une conférence, surtout. TLP Amber, normalement, c'est au sein d'une organisation. Ce qui aurait plutôt du sens pour moi dans une conférence, c'est du TLP Green. Et du coup, en fait, je peux raccrocher avec la question que posait Jamila tout à l'heure sur l'organisation et l'approche de la notion d'organisation par l'ANSSI dans notre définition du TLP. Il y a une difficulté qui était inhérente au TLP Amber, c'est que la notion d'organisation telle qu'elle est dans la définition du TLP Amber, en fait, on ne sait pas très bien ce que ça désigne. Une organisation au sens européen du terme, c'est pas forcément la même chose qu'une organisation au sens US du terme. Moi, quand on parle d'organisation, j'ai plutôt tendance à penser à l'entité juridique, éventuellement avec ses filiales, éventuellement avec sa maison mère, mais spontanément, j'ai pas du tout pensé aux prestataires ou à mes fournisseurs. Quand on a une vision plutôt américaine, l'organisation, en fait, ça va plutôt être l'organisation en projet. Donc, ça peut être des gens de mon entreprise, de mon entité, de ma propre entité, mais ça peut être des prestataires. Et donc, pour nous,
sur cette notion d'organisation et sur le TLP Amber, il y avait une difficulté, en particulier quand on s'adresse à nos bénéficiaires qui ont tout le temps des questions sur mes prestataires, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux leur transmettre, est-ce que mon prestataire en régie, je peux lui passer une info qui est TLP Red, est-ce que je peux passer de l'info de TLP Amber à mon prestataire externe. C'est une des choses qu'on a voulu clarifier en fait dans cette interprétation opérationnelle. Et effectivement, pour nous, la notion d'organisation, c'est l'entité juridique qui a et qui peut s'étendre à ses filiales et à sa maison mère parce qu'il y a des liens juridiques forts entre les trois. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, TLP Amber, on peut penser que on pourrait interpréter ça dans une conférence comme étant une sorte d'organisation informelle, parce que la définition d'organisation n'est pas forcément perçue de la même façon si on est d'un point de vue européen ou si on est d'un point de vue américain. Dans une conférence, c'est juste pour dire que ça ne doit pas sortir de la salle. En fait, il faudrait un 3e protocole pour définir les organisations. Ça serait moins simple. Non, ça c'est autre chose. En fait, dans une conférence, quand le mec il met TLP Amber, c'est qu'il raconte une histoire, il veut pas que ça sorte de la salle. Évidemment, il n'y a pas d'engagement contractuel ni rien du tout. Tu racontes à tes copains, c'était rigolo, c'est... Et quand il met TLP Red, c'est que c'est du marketing en fait. Oui, ça clairement. Pour rebondir sur ça, par expérience, si je fais un workshop par exemple à First et que je le mets TLP Amber, j'aurai plus de monde que si je mets un workshop en TLP White. Et si tu le mets en TLP Red, alors... Alors là, la salle est remplie. Attends. Je le note. Jamila, tu voulais réagir? Oui, j'avais une autre question. Oui. Donc, l'ANSSI a sa propre acception, on va le dire comme ça, du TLP. L'ANSSI a aussi des partenaires internationaux qui adhèrent... Acceptation peut-être? Non. Qui adhèrent complètement... Acception. Oui. Je te renverrai vers le lien de l'Académie française ou du CNRTL tout à l'heure. On coupera ça, hein. Non, mais t'inquiète pas, je vais vérifier en ligne. Ok. Non, donc l'ANSSI, comment fait l'ANSSI, étant donné que vous avez votre propre acception du TLP et que d'autres organisations, notamment les partenaires internationaux, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, sont en phase avec la définition du FIRST. Du coup, ça se passe comment? Est-ce que ce que vous envoyez est à prendre en compte avec votre propre acception du terme et ce que vous recevez est traité en fonction des modèles prévus par FIRST? Comment ça se passe? Alors, très clairement, ce qu'on reçoit de l'extérieur et qui est marqué d'un TLP Amber, Red, Green, on l'interprète avec les définitions du FIRST. Ça, il y a pas d'ambiguïté. Nous, et je pense aussi, une des distinctions à faire, c'est... je pense que et Alexandre me corrigera si je me trompe là-dessus, mais le TLP se voit beaucoup sur des documents, et nous, en tout cas moi au quotidien, je travaille surtout sur des marqueurs, donc des éléments techniques, et en fait nous, ce qu'on va produire aura ce double marquage. Donc je pense que l'ambiguïté elle est levée du fait que ce qui sortira de l'ANSSI, double marquage, TLP, PAP. Ce qu'on reçoit, nous, de l'extérieur, aucune ambiguïté, on applique les définitions du FIRST. Et pour ceux qui reçoivent notre information, et en particulier notre information opérationnelle, ils ont ce PAP, qui est vraiment la partie importante et sur laquelle il faut se focaliser, qui permet de leur dire, voilà, vous avez reçu ces éléments techniques, voilà les limites de ce que vous pouvez faire. Et voilà. Et après, il y a des différences, mais je dirais, c'est anecdotique.
Exactement, et je voudrais juste ajouter quelque chose sur la partie d'utilisation de TLP et PAP ensemble. Ici, on a parlé beaucoup de personnes et d'organisations qui recevaient l'information, mais ce marquage est important parce qu'en fait, il automatise des outils aussi. Il y a pas mal d'outils qui automatiquement évitent, par exemple, de faire de l'enrichment de données si PAP est utilisé. Donc prenons un exemple, vous recevez un indicateur, il est PAP RED. Vous ne pouvez pas faire de l'expansion sur VirusTotal. Désolé Nicolas pour ça, mais on ne peut pas. Et donc, ça veut dire que simplement le marqueur PAP ici sert aussi pour les machines. C'est-à-dire qu'on peut avoir des machines, du logiciel qui va en fait filtrer l'information et faire des actions ou ne pas les faire, suivant le label PAP. L'interprétation, en tout cas le sens que, je dirais, l'ANSSI et que tous les CERT en Europe ou même à l'étranger ont, est assez similaire. Il n'y a pas d'ambiguïté spécifique. Il restait quelques ambiguïtés que Claire a bien mentionnées sur qu'est-ce que c'est un contractant qui travaille pour une entreprise et qui peut utiliser les données dans certains cas. Et c'est pour ça qu'il y a la fameuse subtilité Amber et Amber Strict. Qui a un peu changé, parce qu'en fait, il y a une ancienne définition d'Amber qui était uniquement l'organisation. L'US CERT a modifié à un moment donné cette définition pour la rendre un peu plus flexible, pour permettre aux contractants ou aux sociétés d'outsourcing qui font par exemple la partie opérationnelle sécurité de traiter l'information. Et puis, pour lever cette ambiguïté, et c'est une amélioration du TLP V2, en tout cas ça c'est le point positif de la nouvelle version de TLP V2, c'est que la partie stricte maintenant clarifie clairement si c'est uniquement une distribution au niveau sein de l'organisation et du constituant, c'est TLP Amber Strict. Néanmoins, si c'est pour une qui peut aller jusque aux contractants et aux entreprises qui l'utilisent en plus, ça sera alors TLP Amber. Alors j'ai une petite question justement, parce que sur le marquage, parce qu'au final le marquage il est fait par un humain, qui peut se tromper, qui peut se poser des questions, c'est compliqué. Et en fait, est-ce qu'il y a un niveau par défaut? Alors je donne un exemple, par exemple dans la PSSI de mon entreprise, moi j'ai mis que par défaut, toute information est confidentielle. Après, charge à la personne si elle souhaite réduire le niveau de confidentialité, mais par défaut c'est confidentiel. Et est-ce que sur PAP et TLP, il y a comme ça un niveau par défaut d'évaluation, pas de marquage? Il n'y a pas forcément de raison d'avoir un niveau par défaut. Même, c'est plutôt le risque d'avoir justement d'avoir une information qui est trop marquée et donc qui est peu exploitable et qui est difficile à partager dans un sens ou dans l'autre sens. C'est la faute, elle ne sera pas assez protégée. Donc, de manière générale, les marquages par défaut, faut quand même se méfier. Okay. Le seul cas de marquage par défaut auquel je pense là spontanément, ce serait de la capitalisation d'informations en source ouverte, qu'on aurait tendance à capitaliser en clear, en white, parce qu'elle est disponible, elle est déjà disponible sur Internet. Mais au-delà de ça, comme dit Mathieu, ça va vraiment dépendre de la personne qui va produire l'information. Je peux pas dire, en fait, si je dis par défaut, je mets tout en red. Le risque auquel je m'expose, c'est que ce que je produis soit jamais utilisé. Et si par défaut je mets tout en white, je m'expose à ce que mon information soit exposée au-delà de ce que j'envisage. Donc il faut faire un peu de cas par cas. Je pense qu'on peut aussi ajouter que c'est toujours une question de contexte finalement, et qu'aujourd'hui l'information peut être marquée TLP Amber et demain dans un contexte différent elle peut passer en TLP White aussi, donc c'est évolutif en fait. Complètement. C'est une très bonne remarque parce que on le voit sur des plateformes comme Miss par exemple. On voit régulièrement de l'information qui passe de TLP Amber à TLP Green et ensuite à TLP White en des fois quelques semaines ou même des fois quelques jours, suivant les évolutions d'un incident, la communication publique dans la presse et des décisions qui sont prises au niveau de l'organisation. Et en effet, c'est ce que on voit souvent, c'est, on va dire en tout cas, une diffusion de plus en plus large. J'ai rarement vu des cas dans l'autre sens, d'une information qui était TLP White et qui a été restreinte, ça arrive. Mais en général, ce sont des cas un peu plus, on va dire, moins courants que entre guillemets, la dégradation de l'information pour la rendre plus accessible ou plus utilisable par la personne qui est le récipiente. Ça pourrait être quel cas, par exemple? C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est assez paradoxal. Donc, par exemple, je
mentionne certains cas que j'ai déjà eus où on a une organisation militaire qui participe à l'échange d'informations de CERT. On a un officier de réserve qui, le soir, voit un indicateur intéressant, se dit je vais le partager avec les CERT, il met le TLP green. Et le lendemain matin, branle-bas le combat, si je peux utiliser l'expression, on se retrouve à nous dire « Ah non, attention, cette information en fait n'était pas vraiment le TLP green, mais maintenant elle est TLP amber ». Ce qui d'un côté pose certains problèmes, parce que dans un réseau de diffusion, et ce que fait l'ANSSI et tous les autres CERT, c'est-à-dire que à un moment c'est de diffuser de l'information pour aider ses constituants à détecter le plus rapidement possible. Ben voilà, si l'information a été diffusée, c'est comme un mail, retirer un mail qui a été diffusé à large échelle, ça va devenir plus difficile. Et puis l'effet Streisand est assez rapide pour ça. Donc c'est un cas qui arrive, mais c'est un cas moins courant que le cas de dégradation de l'information, et beaucoup de cas qui étaient vraiment très sensibles, par exemple. Je me souviens de certains cas qui étaient complètement TLP-RED, où justement TLP-RED est souvent une classification qui est peu utilisé dans les systèmes automatiques, c'est souvent de personne à personne dans des meetings, et qui, parce qu'il y a un article dans la presse qui commence à partager l'information, ben, tout passe en TLP white en 2 jours par exemple, et ça peut arriver. C'est un point intéressant aussi sur l'utilisation du PAP, puisque le PAP, quelque part, ça protège un petit peu certains risques de voir le TLP se dégrader trop rapidement, puisque en protégeant un petit peu la façon dont l'information est manipulée, ben, on peut la faire durer aussi dans le temps quand il y a des investigations à faire ou quand il y a des travaux qui sont toujours en cours, quoi. Et du coup, il y a des évolutions dans le protocole, mais qu'est-ce qui a changé en particulier? Est-ce qu'il y a un système de rétrocompatibilité, c'est-à-dire la nouvelle version qui sort en janvier, est-ce que c'est les mêmes couleurs qu'avant? Pourquoi est-ce qu'on est passé de white à clear, par exemple? C'est pour faire une différence ou... Je m'en doutais que Nicolas allait nous énerver ce soir, ou ce matin, je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter le podcast, mais vous allez peut-être être énervé par ce que Nicolas a dit. Je le suis un peu parce que j'ai participé au SIG First, et le changement a été un peu unidirectionnel, c'est-à-dire que pas mal de membres du SIG ont vu ces changements qui n'étaient pas attendus. C'est typiquement un changement qui est nord-américain. Donc c'est une volonté de changer le TLP white en TLP clear. Sur la rétrocompatibilité, ça c'est un deuxième problème, puisque la version du document TLP v2 n'inclut plus TLP white. Alors qu'est-ce que ça veut dire de l'information qui est actuellement TLP white? Alors il y a une explication qui est dans le document général, mais dans le document final où il y a juste la classification, il a disparu. Alors nous, dans MIS par exemple, on garde la taxonomie avec TLP white pour rétrocompatibilité avec les anciens systèmes. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr que c'est un changement vraiment utile, puisque ça introduit un peu plus d'incertitude dans certains cas, et surtout pour les transitions, avec des informations qui étaient soit TLP white, quelle est la nouvelle classification, etc. Même si c'est exactement la même définition, ça pose un problème. Néanmoins, TLP v2, et c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, est quand même un changement positif. Surtout pour la partie TLP amber et TLP amber strict. Là, ça a au moins finalement fait une clarification qui était nécessaire, puisqu'il y avait une certaine ambiguïté entre la définition de l'US CERT et de FIRST. Ça, au moins, on est arrivé sur un point d'accord. Maintenant, le changement TLP white, voilà, peut-être que c'est un point de vue européen où on se dit, on voit pas trop où est le problème. Maintenant, si c'est un problème qui est purement culturel, on peut se poser la question aussi de TLP Red, on peut se poser peut-être la collection avec d'autres couleurs. Mais voilà, c'est un changement qui a été fait. Moi, j'en étais pas vraiment en faveur. Plusieurs pays l'ont mentionné. Et certains pays, alors je vais faire une anecdote, mais elle est publique, l'anecdote. Il y a un pays européen qui a dans sa législation la classification TLP. Avec le changement de couleur, il va falloir changer la législation. Donc, oui, parce que en fait, il y a 2 explications que moi j'ai trouvées, parce que c'est compliqué de trouver une origine. La première, c'est le fait que blanc, c'est racisé, et bon, apparemment, côté nord-américain, c'est pas bien. Et l'autre, alors j'ai rien compris à l'explication, c'est qu'en gros, blanc, comme c'est un mélange de toutes les couleurs, ça veut dire à la fois y aller et s'arrêter, donc en gros, c'est pas clair. Bon, j'ai du mal à comprendre cette seconde explication. Non, mais de toute façon, dans les feux de signalisation sur la route, il y a des feux rouges, des feux oranges et des feux verts. Or là, nous, on a du rouge. Alors, amber, en fait, moi, je ne sais même pas ce que c'est, là, amber, c'est pas français, orange. donc...
C'est orange. Ouais, c'est ambre, orange. Ouais. Ah, mais ambre, c'est orange. Pour moi, orange en anglais, c'était orange. Et dans Jurassic Non, Park, en fait, c'est parce la que- boule d'ambre, elle est orange. C'est parce que ils ont adopté le traffic lights et les feux de trafic. Le feu orange, c'est amber. Même si D'accord. orange, c'est orange, pour D'accord. les feux, D'accord. c'est amber. Donc c'est OK. Et green, je comprends. Vert. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le blanc dans les feux. Le blanc, pour moi, c'est faire marche arrière. T'inquiète, dans TLPv3, Enfin, il y clear, aura... clear, c'est même pas une couleur. Hein. Dans TLPv3, ils vont remplacer le clear par le green et tout va bien se passer. Le clear, c'est transparent, c'est ça? Ça veut dire quoi, clear? Transparent. Alors, Ah oui, ça, c'est une grande définition dans les... Ils ont remplacé blanc par transparent, d'accord. Bon. Dans les SIG, il y a eu pas mal de discussions en disant que clear n'était pas une couleur et que ça générait pas mal de problèmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'historique que Claire a mentionné, c'est typiquement les Anglais qui avaient... c'était le centre de réponse critique aux incidents qui avait fait le protocole TLP, qui était en fait très bien fait, puisque c'était quelque chose qui pouvait s'attacher au monde réel et aux feux de signalisation, ce qui n'est plus vraiment le cas maintenant. Vlad mentionnait de savoir d'où vient l'origine de ce changement de couleur. La première explication qu'il a donnée est tout à fait correcte, à mon avis, c'est purement un choix culturel et on voit une politique de changer certains... Ça me rappelle dans Git, par exemple, il n'y a plus de master maintenant, c'est main. Dans des access lists, on ne peut plus dire des blacklists, mais on doit dire des allow et disallow lists et ce genre de choses. Donc, il y a en effet quelque chose qui va dans ce sens-là. Maintenant, ça a un impact. Je veux dire, le choix culturel, c'est ça, je m'en fous un peu, mais ça a un impact sur les logiciels. Alors, je vous invite à faire un test si vous voulez. Je suppose que certains font du Google Dorking régulièrement. C'est d'aller sur GitHub et de chercher TLP White et voir dans combien d'applications TLP White est hardcodé. Et donc, le dernier impact, nous, on a eu déjà l'impact pour 2-3 systèmes qui étaient connectés à nos systèmes, c'est que l'information ne circulait plus, puisque l'utilisation de TLP Clear à la place. Et quand vous avez un système qui est hardcodé, des scripts ou autres qui utilisent TLP White, TLP Clear, il ne le connaît pas, donc l'information ne va pas. C'est bien, c'est bloqué, mais d'un côté, ça bloque la distribution d'informations, et là, c'est un autre problème. Si c'est de l'information pour créer, par exemple, des règles de firewall, mettre ça dans des rôles de détection dans des IDS, ce genre de choses, ça a un impact sécurité. Donc c'est pour ça que ce changement était négatif. Je vous invite aussi à lire les mailing lists qui sont publiques de First sur ça. Vous verrez que plusieurs personnes ont mentionné ces problèmes de système légataire qui existaient et qui pouvaient avoir un impact dû au changement des couleurs. On a cette discussion sur le changement de PAP avec PAP Clear pour la taxonomie dans MISP qu'on va changer puisqu'on a eu une contribution de l'ANSI justement concernant ça, mais on risque de garder PAP White comme rétrocompatibilité avec les autres systèmes. Et effectivement, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur PAP Clear, nous la raison pour laquelle on a fait une pull request pour demander du PAP Clear, c'est simplement qu'en ayant les tags TLP, PAP l'un à côté de l'autre, si on gardait TLP Clear, PAP White, invariablement on allait nous poser des questions, donc on s'est dit on va passer à PAP Clear, et c'est un impact indirect, mais voilà, c'est à cause de ça qu'on le demande. Je dirais que sur PAP, ça a moins d'effet sur que tu TLP White, donc je m'inquiète moins au niveau effet de bord. Par contre, pour TLP, c'est un effet de bord de bloquer en fait la distribution de certaines informations. Pour PAP, c'est simplement tout ce qui est expansion, utilisation de données. À mon avis, ça a un impact beaucoup moindre. Mais voilà, donc c'est en effet un changement. C'est peut-être pas le changement le plus futé du SIG. Néanmoins, ils ont fait d'autres changements qui étaient nécessaires et qui étaient importants. Et si on faisait un peu de prospective, est-ce que vous voyez des changements, des évolutions arriver dans les mois ou les années à venir ? Alors il y a une chose qui est peut-être intéressante, et je crois que c'est toi, Yohan, qui a mentionné ça, où tu disais, mais on ne sait pas à quelle organisation ça va. Si on regarde l'évolution actuellement des méthodes de marquage pour les CERT et pour tout ce qui est renseignement, cybersécurité, etc., j'ai quand même tendance qu'on vient sur un marquage qui est un peu plus étoffé, et on revient un peu sur un marquage qu'il faut utiliser dans les secteurs militaires.
Donc le REL2 par exemple, qui est le Releasable to, par exemple une organisation, etc. Je vois de temps en temps des marquages complémentaires. Donc c'est pas impossible. Alors il y a un autre marquage qui est d'un autre cycle de First qui s'appelle IEP, qui est là un peu plus détaillé sur l'utilisation des données. Et là je vois quand même un intérêt particulier à ce genre de choses, par exemple pour tout ce qui est open data. Il y a beaucoup de données en sécurité qui peuvent être partagées en open data, et à un moment donné, on veut peut-être clairement dire ce qu'on peut faire des données, mais dans le cadre commercial, par exemple. C'est aussi... donc, IEP, c'est un protocole qui s'appelle Information Exchange Policy. Donc, je vous invite à chercher sur Internet. Si vous faites IEP First, vous allez trouver le site qui s'appelle IEP 2.0 Framework. Pour aller plus loin, c'est pour vraiment les aspects légaux. Maintenant, si vous lisez IEP, vous allez voir que IEP inclut TLP dedans. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont complémentaires. Par exemple, est-ce que l'information peut être utilisée à des fins commerciales ou ce genre de choses. Donc il y a vraiment c'est plus un cadre légal, c'est plutôt automatiser un cadre légal. Il y a des bonnes idées. Alors je dirais, il y a à boire et à manger dans le standard. Il n'est pas impossible que IEP fasse une version 3.0, puisqu'ils doivent être compatibles avec les nouveaux changements TLP. Et donc, moi je dirais que dans les années à venir, c'est pas impossible que le Special Interest Group à First IEP se réactive pour faire une version 3.0. Il serait peut-être bon, et peut-être que Circle, MISP et l'ANSI discuteront peut-être aussi dans ce cycle-là pour voir comment on rend les choses compatibles avec PAP et TLP dans l'utilisation actuelle. Bon, on est rassuré, il n'y a pas d'IOC dans la blockchain à venir, alors. T'en as pas parlé, en tout cas. Pas encore. Okay. Mais je confirme sur ce que dit Alexandre. Je voulais aussi parler de l'IEP, et effectivement, pour les changements dans les années à venir, je pense qu'il faudra aller regarder de ce côté-là. On s'était un peu penché dessus. Après, c'est une approche qui reste assez complexe, qui est assez, je dirais, matricielle. Pas mal pensée pour les machines. Et nous, quelque part, TLP, PAP, c'est une première étape. Peut-être qu'on ira vers quelque chose de plus complexe, mais en tout cas, pour avoir de l'information qui puisse être marquée avec une visée de facilitation d'utilisation qui reste simple, le PAP, c'était pour nous la bonne solution. Et d'une certaine façon, il est inclus dans l'IEP, mais de façon un peu plus complexe. Je vous invite vraiment à aller regarder. C'est intéressant. Je pense que effectivement, on ira peut-être vers une version 3.0. Mais c'est intéressant de voir ce qui se passe sur ce groupe de travail. Ok. Claire, est-ce que tu souhaiterais apporter le mot de la fin ? Alors là, je suis en panne d'inspiration pour le mot de la fin, mais si, j'ai plein d'idées pour le mot de la fin. Écoute, oui, nous, on a vraiment voulu faire quelque chose de très pratique avec cette politique de partage et d'utilisation. On a mis beaucoup d'exemples pratiques sur le site de l'agence, donc vraiment, j'invite les auditeurs du podcast à se pencher sur notre FAQ, où il y a des réponses à des questions, je pense, de tous les jours qui viennent de notre expérience à nous et des retours qu'on a pu avoir. Donc des questions et des cas d'usage simples qui permettent de voir comment utiliser l'information qui vient de chez nous, en tout cas. Bon, eh bien, Claire, Alexandre, Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs et aux contributrices. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.